Bonjour à tous, on se retrouve dans le chapitre 3 du cours de calcul et d'analyse des coûts, dans lequel je vais aborder les méthodes de valorisation des stocks. Nous aborderons différentes méthodes de valorisation, mais avant, nous allons apprendre à établir des fiches de stock. Alors pour rappel, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les stocks sont présents à tous les stades du processus de fabrication, puisque dès lors qu'une entreprise est amenée à acheter, eh bien, il se peut que ces achats fassent l'objet d'un stockage. De même, si l'entreprise est amenée à vendre, ce qui est le cas de toute entreprise, puisqu'on est quand même là pour faire du profit, eh bien, il peut y avoir des stocks de produits finis à la fin du processus de fabrication. Il peut même y avoir des stocks ici entre les différents ateliers que l'on appelle des stocks d'en cours. Ce sont des produits dont la fabrication est commencée mais qui ne sont pas terminés. Concrètement, on va avoir besoin de mettre en place des fiches de stock et de tenir donc correctement nos stocks afin de pouvoir déterminer exactement les quantités que l'on a en stock et la valeur de ce que l'on a en stock. Alors évidemment, l'intérêt le plus concret, le plus rapide, c'est de ne jamais être en rupture de stock. Mais l'intérêt secondaire, c'est de pouvoir affecter les consommations de matière aux coûts concernés. En effet, si on va un petit peu plus loin dans ce schéma, vous vous rappelez, on a fait un réseau d'analyse des coûts qui était associé à chaque schéma de processus de production. Eh bien, si on prend ici les stocks de matières premières, ce qui rentre dans les stocks de matières premières est valorisé au coût d'achat des matières premières achetées, c'est la valorisation des entrées en stock, mais on va avoir besoin de valoriser ce que l'on prend dans le stock pour intégrer dans les ateliers, et ce que l'on prend dans le stock devra être valorisé toujours à un coût d'achat, puisqu'on va bien puiser dans un stock d'éléments achetés, mais cette fois-ci, ça sera le coût d'achat des matières premières consommées. On a déjà expliqué dans le chapitre précédent que ces deux coûts sont différents pour deux raisons. La première, c'est que la quantité achetée n'est pas forcément la même que la quantité consommée. C'est tout là l'intérêt d'un stock. Si on consomme tout ce qu'on achète, alors on n'a pas besoin d'avoir de stock. Et le deuxième intérêt, c'est que lorsque vous achetez à différentes périodes, eh bien le coût d'achat des matières premières que vous avez achetées à cette période n'est pas forcément le même que le coût d'achat de ces mêmes matières premières achetées à la période suivante, puisque vous avez pu bénéficier éventuellement de tarifs ou d'effets de volume qui font que vous n'avez pas payé le même prix auprès de vos fournisseurs et vous n'avez peut-être pas supporté les mêmes frais d'approvisionnement. Donc on a besoin d'avoir des techniques pour valoriser les sorties de stock. Tout ça va être intégré bien sûr au coût de production. On l'a vu dans le cas Tony et dans le cas Cocooning, on a besoin d'avoir le coût d'achat des matières premières consommées pour calculer le coût de production. Allons justement un petit peu plus loin dans le processus de production. Et donc à la fin du processus de production, vous avez vu, il y a de nouveau des stocks qui sont ici des stocks de produits finis. Eh bien, lorsque on va alimenter les fiches de stock, eh bien, ce qui rentre dans le stock correspond à la production qui sera valorisée en fait au coût de production des produits finis fabriqués, qu'on sera à même de calculer avec les données précédentes. Mais les produits finis fabriqués à cette période ne seront pas forcément vendus, car la quantité produite n'est pas toujours la même que la quantité vendue, c'est pour ça qu'il y a des stocks. Et par ailleurs, ce que vous avez produit à cette période n'aura pas forcément le même coût que ce que vous aviez produit à la période précédente, puisque vous avez peut-être subi des variations de charge. On a donc besoin d'une méthode pour réussir à valoriser ce que l'on va puiser dans le stock pour pouvoir vendre, c'est la valorisation des sorties. Grâce au coût de production des produits finis vendus, quel est le coût que l'on va pouvoir calculer? Vous savez, un coût qui intègre toutes les charges de l'entreprise, depuis la phase d'approvisionnement jusqu'à la phase de livraison. Il s'appelle comment celui-là? Le coût qui intègre toutes les charges? Eh bien, c'est le coût de revient, en additionnant le coût de production des produits finis vendus et le coût hors production, qui intègre toutes les charges qui ne concernent pas la production, eh bien, vous obtiendrez le coût de revient qui permet bien sûr de calculer le résultat analytique. On voit donc bien que dès lors qu'une entreprise est amenée à stocker, eh bien, on a besoin de déterminer la quantité en stock et la valeur de ces stocks. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour présenter le cours? Dans un premier temps, je vais vous présenter comment est-ce qu'on tient des comptes de stock en comptabilité de gestion et quels sont les principes de base d'un compte de stock. Ensuite, on reviendra rapidement sur la valorisation des entrées en stock, mais je viens déjà de vous faire une introduction sur laquelle j'ai déjà insisté sur ces valeurs d'entrée. Et ensuite, on verra les différentes méthodes qui permettent de valoriser les sorties de stock, car il n'y en a pas qu'une, on va en voir trois, qui sont les trois méthodes qui sont autorisées par le plan comptable général.
Et on finira ensuite par une partie sur les différences d'inventaire. Commençons tout de suite par la tenue des comptes de stock, et notamment la notion d'inventaire qui permet de connaître la quantité qu'il y a en stock. Alors, vous avez déjà vu un petit peu en comptabilité financière la notion d'inventaire, puisque vous avez déjà commencé en principe le cours sur les stocks, et vous avez vu qu'en comptabilité générale, en fait, l'inventaire des stocks, on ne le pratique pas tout le temps, on ne le pratique qu'une seule fois par an. En l'occurrence, il s'agit d'un inventaire qu'on qualifie d'intermittent et extra-comptable. Intermittent parce que justement, on ne le fait qu'au moment de l'inventaire, c'est-à-dire si l'exercice comptable coïncide avec l'année civile le 31 décembre de l'année N. Et par ailleurs, on dit qu'il est extra-comptable car il résulte d'un comptage physique. On va compter physiquement le nombre d'articles qui nous restent pour chacune des références. En comptabilité de gestion, en fait, on va se doter d'un inventaire complémentaire. Pourquoi? Parce qu'une entreprise au quotidien ne peut pas se permettre de ne savoir simplement qu'une seule fois par an ce qu'elle a en stock. Donc grâce à la comptabilité de gestion, on va avoir la possibilité de connaître à tout moment les quantités qu'il y a en stock et la valeur des stocks. C'est ce qu'on appelle un inventaire permanent des stocks. Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour faire cet inventaire permanent? Eh bien, on va tenir ce qu'on appelle des fiches de stock. Donc ces fiches de stock se présentent de la façon suivante. Alors, c'est pas toujours présenté de la façon suivante, mais vous retrouvez systématiquement 4 éléments qui sont essentiels. Le premier élément correspond bien sûr au niveau du stock que l'on avait en début de période. Alors la période pouvant être le mois ou l'année, mais souvent c'est le mois. Donc on va avoir ce qu'on appelle un stock initial. Évidemment, ensuite, dans le stock, eh bien, il y a des choses qui rentrent, donc on va avoir des entrées. Ces entrées peuvent correspondre aux achats, si je fais une fiche de stock d'achat de matières premières, mais ça peut correspondre à la quantité qui est produite s'il s'agit d'une fiche de stock de produits finis. Évidemment, il faudra adapter la fiche de stock à ce que vous êtes en train de faire. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Puisqu'il y a des entrées, il y a forcément des sorties. Et puis à la fin, qu'est-ce qui nous reste? Il y a un stock final. Est-ce que vous pourriez me dire la relation qui lie ces 4 éléments? Comment est-ce qu'on pourrait trouver le stock final en fonction des autres éléments? On réfléchit un petit peu. Alors, ce qui nous reste à la fin, c'est ce que l'on avait au début, donc le stock initial, plus ce qui est rentré, moins ce qui est sorti. On a donc stock final égale stock initial, plus entrée en stock, moins sortie de stock. Vous pouvez noter sur votre polycopie. Au quotidien, pour tenir des comptes de stock, cela nécessite de réunir un certain nombre de documents. Lorsque l'on reçoit des entrées en stock, on est censé remplir ce qu'on appelle des bons de réception, que ce soit de marchandises ou de matières, pour constater ce qui rentre dans le stock. Lorsque l'on puise dans le stock, lorsqu'on prend dans le stock soit pour consommer dans le cadre de la production, soit pour vendre, il convient d'enregistrer des bons de sortie pour enregistrer toutes les sorties du magasin. Sachez que les fiches de stock sont tenues normalement en quantité dans les boutiques et ça va permettre de centraliser les informations qui sont contenues dans les documents précédents. Par ailleurs, vous savez peut-être, si vous avez déjà travaillé dans la grande distribution, que dans les magasins et entrepôts modernes, la gestion des entrées et des sorties de stock est souvent assurée par ordinateur. Donc vous avez souvent des petits appareils qui vous permettent de scanner en fait les différents cartons que vous avez dans le stock, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus vite au niveau du comptage. Centrons-nous maintenant sur la valorisation des entrées en stock. On a vu, dans un stock, il y a le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final. Donc, pour l'instant, je me centre sur les entrées. Selon que je suis en train de valoriser les entrées dans un stock de matières premières ou dans un stock de produits finis, eh bien les éléments qui vont rentrer dans ce stock ne seront pas valorisés au même coût. En effet, ce qui rentre dans les stocks de matières premières, c'est quoi? Eh bien c'est ce qu'on a acheté. Donc ce qui rentre en stock va forcément être valorisé au coût d'achat. Alors que ce qui rentre dans un stock de produits finis, c'est quoi? Qu'est-ce qui alimente le stock de produits finis? On est tout au bout du processus de production. Donc c'est la production, c'est ce qui est produit qui va dans le stock de produits finis. Eh bien ce qui est produit n'est pas valorisé au coût d'achat. C'est valorisé, bien sûr, au coût de production. Donc ça c'est tout simple, ça veut dire que quand vous allez vouloir valoriser vos entrées en stock, vous aurez systématiquement besoin en fait
d'un tableau de calcul qui vous aura permis au préalable de calculer ce coût d'achat ou ce coût de production, puisque évidemment, ces coûts correspondent à un ensemble de charges. Pour le coût d'achat, c'est l'ensemble des charges liées aux achats. Pour le coût de production, l'ensemble des charges liées à la production. On en a fait l'illustration un petit peu dans les cas précédents, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on calcule par exemple un coût de production, on a besoin de se référer au tableau précédent pour avoir la valorisation de certains éléments. On verra ça un petit peu plus tard dans les exercices. Là, j'essaye d'avancer un petit peu trop vite. Ensuite, on va passer à la partie sortie avec la valorisation des sorties de stock. Alors, il existe différentes méthodes pour valoriser les sorties de stock, mais avant de vous les exposer, ce que j'aimerais, c'est vous les faire découvrir simplement de façon assez intuitive. Donc, je vais vous demander simplement de poser vos stylos, de laisser de côté votre polycopier, puisque ce qu'on va voir par la suite n'est pas dans le polycopier. C'est pas forcément affichable sur un polycopier, vous allez voir. Et donc on va essayer de le voir avec une petite histoire et puis on fera une petite synthèse après. Vous allez voir la formule que je vais vous faire découvrir n'est pas intéressante en soi, c'est vraiment le mode de réflexion. Donc pour ma petite histoire, je me positionne quelques jours avant la Saint-Valentin et donc on va prendre un Valentin et une Valentine. Donc on va les appeler Valentin et Valentine qui du coup sont très amoureux. Et ils décident de réfléchir aux cadeaux qu'ils vont se faire l'un et l'autre pour la Saint-Valentin. On va commencer par Valentine, et Valentine a une très bonne idée pour la Saint-Valentin. Elle se dit c'est une idée d'enfer, elle a trouvé ça sur un blog, elle s'est dit je vais aller direct dans la boutique. Et donc elle a décidé d'acheter pour son Valentin des caleçons, plus exactement des petits caleçons à cœur pour lui montrer son amour. Et donc elle s'adresse à une entreprise commerciale qui est spécialisée dans la vente de sous-vêtements. Entreprise, c'est moi. Okay, donc elle s'adresse à moi qui du coup vous dit que pour faire face à la Saint-Valentin, je sais que cette référence elle marche toujours très très fort pour la Saint-Valentin, eh bien j'ai acheté pendant le début du mois de février là, ou même le mois de janvier, ce sera mieux, j'ai acheté 100 caleçons à un coût d'achat de 4,50 € pièce. Dans le 4,50 € en fait il y a le prix d'achat du caleçon auprès de mon fournisseur, et puis il y a également un ensemble de frais d'approvisionnement, de transport que j'ai dû payer. Ce qui me donne de fait un coût de 4,50 € pièce. Ces caleçons sont une référence que j'ai en fait toute l'année, et donc il se trouve que j'ai déjà cette référence dans mon magasin, et j'ai déjà en stock 50 caleçons, qui eux ont été achetés peut-être un peu plus cher. En tout cas, il se trouve que quand j'ai calculé le coût d'achat de ces caleçons, en fait, ils m'ont coûté 5 € pièce. C'est peut-être possible, en fait, que les achats que j'ai réalisés pendant la période, comme j'en ai acheté 100 d'un coup, j'ai peut-être eu un tarif auprès de mon fournisseur. Toujours est-il que je me retrouve de fait avec des caleçons à 5 € et des caleçons à 4,50 €. Valentine s'adresse à moi et donc elle veut m'acheter 7 caleçons. Pourquoi 7 caleçons? Parce qu'elle se dit comme ça, peut-être que mon Valentin il changera tous les jours. Ça en fait un pour chaque jour de la semaine. Donc ça c'est totalement hors calcul de coût, vous l'avez compris, c'est juste pour la petite histoire. En tout cas, elle veut 7 caleçons et du coup se pose la question pour moi de savoir quel est le coût d'achat des marchandises que je suis en train de vendre à Valentine. Donc le coût d'achat des marchandises achetées, si vous regardez bien par rapport à mon schéma, c'est assez facile de l'avoir. Vous avez 100 caleçons à 4,50 €, c'est très facile. 100 x 4,50, on l'a directement, ça fait 450 €. Mais moi j'aimerais savoir quand je prends au hasard 7 caleçons parmi le nouveau stock qui du coup va compter combien de caleçons? Il va y avoir 150 caleçons maintenant dans le stock. Eh bien, combien m'ont coûté ces caleçons? Et là, il y en a, ils vont me dire, alors, normalement, je vous fais les questions et les réponses parce que normalement, c'est vous qui répondez et vous me faites des propositions. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Il y en a, ils disent, on n'a qu'à prendre les caleçons qui sont dans le stock et puis on lui vend les 7 caleçons à 5 €. Et là, je vous réponds, mais non, en fait, je ne peux pas savoir si les caleçons que j'ai désormais dans mon stock sont des caleçons à 5 € ou à 4,50 €, parce que c'est les mêmes emballages, les mêmes références, et du coup, une fois que j'ai tout mélangé, je ne peux pas savoir si il s'agit de caleçons que j'ai achetés maintenant ou que j'avais déjà en stock. Donc ça marche pas. Alors du coup, il y en a qui me disent 4,50, il y en a que j'ai acheté à 4,50, d'autres que j'ai acheté à 5 €, je fais 4,50 plus 5, je divise par 2, ça fait 4,75. Alors c'est une bonne idée, sauf que le problème c'est que j'ai quand même plus de caleçons à 4,50 que de caleçons à 5. Donc en fait, faire une moyenne simplement des deux prix de vente, c'est pas mathématiquement pertinent. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait simplement se poser la question. En fait, j'ai combien de caleçons dans mon stock? On l'avait dit tout à l'heure, j'en ai
150. Et au total, ils m'ont coûté combien ces caleçons? Bah, je vais le calculer. Donc je vais le calculer dans un petit tableau, qui est un tableau de stock, dans lequel je fais apparaître mon stock initial. Donc dans mon stock initial, c'est-à-dire dans le triangle que j'avais sur la diapo d'avant, j'avais 50 caleçons à 5 euros, soit une valeur en stock initial de 250 euros. Il y a combien de caleçons qui sont rentrés? Il y en a 100 qui sont rentrés, à 4,50 ça faisait 450 euros. Donc au total, on a dit que j'avais 150 caleçons. Pour un total de 250 plus 450, ça fait 700 euros. Et à partir de ça, vous ne pourriez pas me déterminer le coût unitaire moyen d'un caleçon? Et bien pour ça, c'est simple, on fait montant divisé par quantité. Autrement dit, on fait 700, je vais vous mettre le pointeur laser ici, 700 euros divisé par 150 euros. Ce qui nous donne une formule entre guillemets du coût moyen pondéré, mais c'est simplement de la logique. Hein. Je fais 700 divisé par 150, ce qui me donne une moyenne par caleçon de 4,667. Et du coup, quand je vais vouloir valoriser mes sorties qui sont ici égales à 7 caleçons, je vais avoir une quantité de 7 caleçons qui vont être valorisés à 4,667 pour un montant de, je fais ma petite multiplication, je trouve 32,67. Et du coup, il me reste combien en stock final? Comment on a dit que ça se calculait le stock final? Stock final, c'est ce que j'avais au départ, plus ce qui est rentré, moins ce qui est sorti. Donc 50 plus 100, ça fait 150, moins 7, ça nous fait un stock final de 143 caleçons que je valorise également à la moyenne pondérée de 4,667, soit 667,33. Et à la fin, quand j'additionne les sorties et mon stock final, eh bien je trouve la même chose que quand j'additionne mon stock initial et mes entrées. Cette méthode que l'on vient de voir, c'est une méthode qui s'appelle la méthode du coût moyen pondéré. En fait, tout à l'heure, il y en a peut-être certains qui avaient dit faut que je fasse la moyenne de 5 et de 4,50, mais en fait, il faut pondérer ces coûts d'achat par la quantité qu'il y avait en stock. Donc forcément, comme j'ai acheté plus de stock, plus de caleçons à 4,50 que de caleçons à 5 euros, eh bien, ma moyenne pondérée se rapproche plus de 4,50 que de 5 euros. Voilà pour cette première méthode. Donc bien évidemment, je suis sûre que Valentin sera très content de son cadeau de Saint-Valentin. Mais Valentin, c'est un homme, et Valentin, sans faire du féminisme à outrance. Hein. Les Valentins, généralement, ils se réveillent le 13 février ou le 14 février, le midi ou le soir. Et puis, les hommes, voilà, c'est pas forcément très original, ça va acheter souvent des fleurs. Voilà. Alors c'est gentil, on aime bien les fleurs, mais vous pourriez être un petit peu plus originaux, messieurs, pour la Saint-Valentin. Mais bon, passons, un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Concrètement, ici, écoutez bien l'histoire, Valentin, en fait, donc va vouloir acheter des roses, et moi, je suis également fleuriste dans une autre vie. J'ai également une entreprise commerciale spécialisée dans la vente de fleurs. On imagine que le 10 février, j'ai été acheter des roses et que ces roses, eh bien, j'en ai acheté un certain nombre, peut-être 200, pourquoi pas, et que actuellement il m'en reste en stock 100 à 70 centimes pièce, donc à un coût d'achat de 70 centimes pièce. Donc ces roses-là, je les ai achetées le 10 février, ok. Ensuite, le 13 février, je me dis, 100 roses, en fait, je vais peut-être pas en avoir assez en stock. Donc le 13 février au matin, je vais à Rungis. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Rungis, hein, c'est un grand marché où on va trouver tout un tas de produits et notamment des fleurs. Et je vais à Rungis et je vais acheter des bouquets complémentaires, donc des roses complémentaires pour pouvoir assurer les ventes de la Saint-Valentin. Et donc j'achète 50 roses qui m'ont coûté chacune 80 centimes pièce, un petit peu plus cher parce qu'il y a un petit peu de variation de prix, hein, à l'approche de la Saint-Valentin. Et donc Valentin il se dit bon ok, je suis pas très original, j'offre des fleurs, mais quand même je suis quelqu'un de généreux. Et donc Valentin décide de m'acheter 120 roses. Donc même principe que tout à l'heure, le coût d'achat des marchandises achetées se détermine sans mal. J'ai 50 roses à 80 centimes. Et moi j'aimerais savoir combien m'ont coûté les roses que je suis en train de vendre ici à Valentin. Autrement dit, quel est le coût d'achat des marchandises vendues. J'arrête pas de vous dire depuis le chapitre 2 que le coût d'achat de ce qui est acheté n'est pas le même que le coût d'achat de ce qui est vendu. On en fait bien la démonstration ici dans ces exemples. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire? On va me dire, il y en a, ils vont me dire, on fait pareil que tout à l'heure, on fait une espèce de moyenne pondérée, là, comme vous avez fait. Mais moi, je vous dis non, on ne fait pas une moyenne pondérée.
Parce que moi, je suis fleuriste et moi, j'ai un intérêt à faire en sorte que je n'ai pas de perte. Donc, je vous rappelle que dans le stock, j'ai des roses que j'ai achetées le 10 février et qu'il y a des roses que j'ai achetées le 13 février. Du coup, quand je vois Valentin arriver, qu'est-ce que je vais faire? Vu qu'il me demande 120 roses, eh ben, je vais lui vendre en priorité les roses que j'ai en stock, c'est-à-dire les 100 roses que j'ai à 70 centimes pièce. Mais du coup, vous allez tiquer, vous allez me dire, bah oui, mais tout à l'heure, les caleçons, on ne pouvait pas les distinguer les uns des autres. Effectivement, les caleçons, ils avaient le même emballage, je ne pouvais pas vraiment faire la distinction. Mais pour mes roses, vous ne croyez pas qu'on peut faire la distinction entre des roses qui ont 4 jours, peut-être beaucoup plus parce que forcément elles sont stockées déjà à Rungis, et puis des roses qu'on vient d'acheter? Bah, le fleuriste, lui, il fait attention à ça. Il sait exactement, en fait, quelle rose va durer le plus longtemps. Donc, il va faire en sorte de mettre les lots de roses les plus anciens dans le bouquet qu'il va vendre à Valentin. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'épuisement des lots ou la méthode du premier entrée, premier sorti. La rose qui rentre en premier et je vais la vendre en premier. Donc concrètement, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, dans le bouquet, je vais mettre ici, alors on reprend le stock initial, bien sûr, on a 100 roses à 70 centimes, on met nos entrées, 50 roses à 80 centimes. Je ne m'amuse pas là à calculer de moyenne pondérée, pas dans cette méthode, je vais simplement ici faire apparaître sur ma sortie que les roses que je vends à Valentin, c'est d'abord celles qu'il y avait dans le stock initial, donc je lui en vends 100, qui m'avait coûté 70 centimes l'unité. Et je lui en vends combien de plus pour arriver à 120? Eh bien 20 que je vais prendre dans ce lot-là, qui est le lot le plus récent. Donc 20 roses qui m'avaient coûté chacune 80 centimes. Ainsi, dans mon stock final, combien me reste-t-il? Il n'y a plus rien ici dans ce lot car j'ai tout épuisé. Mais par contre, dans le lot de 50, je n'en ai pris que 20. Donc il m'en reste 30. 30 à 80 centimes, soit un total de stock final de 24 euros. Vous remarquez bien que à gauche ici, j'ai le coût d'achat des marchandises achetées et que à droite ici, j'ai le coût d'achat des marchandises vendues pour un montant total de 86 euros si j'additionne mes deux sorties. Donc cette méthode ici est différente de la première parce que simplement j'ai des produits qui sont périssables. Un produit périssable, c'est un produit qui va avoir une date limite d'utilisation. Et donc, en tant que commerçant, j'ai tout intérêt à vendre en premier, à me séparer en premier des stocks les plus anciens. Allez, on va reprendre les stylos pour compléter le cours et du coup, vous allez être à même de faire beaucoup plus facilement les applications du cours. Commençons par la méthode du coût moyen pondéré. Alors, je ne vous en ai montré qu'une qui est une méthode assez simple avec les caleçons, hein, rappelez-vous. Mais en fait, il y a deux méthodes avec une petite subtilité. Je peux calculer soit un coût moyen pondéré à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée en stock, soit si je me contente de gérer mes stocks mensuellement, je peux me contenter de calculer un coût moyen pondéré en fin de période, donc généralement le mois. On va voir successivement ces deux méthodes. Le principe général, normalement, quand on fait des fiches de stock, c'est que tout élément qui est stocké devrait en principe sortir au coût auquel il était entré. Ça, c'est assez logique. Mais la mise en pratique est difficile. Pourquoi? Parce qu'il existe dans notre stock des biens qui sont interchangeables, qui sont fongibles. On dit ça en droit. C'est des biens que je ne peux pas distinguer, comme mes caleçons. Je ne peux pas distinguer le caleçon que j'ai acheté à la période d'avant du caleçon que je viens d'acheter. Parce qu'il n'y a rien qui les distingue. De fait, la méthode de valorisation que je vais vous présenter, c'est une méthode qui admet la fongibilité totale des lots. Ça veut dire que je considère que je ne peux pas distinguer les biens que j'ai en stock. Il y en a deux. La première, c'est la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Et la deuxième, c'est la méthode du coût moyen pondéré fin de période. Commençons tout de suite par la première méthode, qui est la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Le principe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle entrée en stock, on va calculer un coût moyen pondéré en prenant la valeur de ce qu'il y a en stock, plus la valeur de ce qui vient de rentrer, en divisant par la quantité totale qui se retrouve désormais en stock. Le calcul tient compte systématiquement des sorties qui sont intervenues depuis le début du mois, et donc chaque coût moyen pondéré va être calculé comme je vous le disais, en faisant la somme des montants qu'il y a dans le stock divisé par la somme des quantités qu'il y a dans le stock. Donc la formule, c'est une formule, mais vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'apprendre une formule pour ça.
On va faire un exemple pour mettre en application cette méthode. Donc, on considère une matière première M qui est stockée par une entreprise. Cette entreprise a un stock début janvier de 1000 unités qui sont évaluées à 150 € l'unité. On vous fait part des entrées du mois, chaque entrée étant identifiée par un bon d'entrée avec le nombre d'unités et le coût d'achat. Et on vous fait part des sorties du mois. Donc pour les sorties, on vous donne le bon de sortie, mais on ne vous donne pas la valeur de la sortie, puisque c'est à vous de déterminer cette valorisation. Je commence ici par le 1er janvier. Donc ici, j'ai mis 3 colonnes dans mon stock. Pourquoi 3 colonnes? Parce que j'ai une colonne entrée, une colonne sortie, et puis je vais avoir une colonne stock qui va me permettre de connaître à tout moment la quantité que j'ai en stock. Dans un premier temps, je fais apparaître le stock initial. Il ne faut jamais l'oublier, le stock initial. Il y en a beaucoup qui démarrent leur fiche de stock et qui l'oublient. Du coup, tout est faux après, hein, forcément. Donc, je fais apparaître mon stock initial. Alors, soit je remplis directement stock, soit je mets entrée et stock, peu importe. Vous pouvez faire les deux. En tous les cas, c'est marqué dans l'énoncé que vous avez en stock 1000 unités qui sont évaluées à 150 € l'unité. Jusque-là, j'espère que tout va bien. Ensuite, on regarde dans l'ordre chronologique, puisque les entrées et les sorties, il faut bien les prendre dans l'ordre. Vous avez une entrée, le 7 janvier, qui correspond à 750 unités à 157 €. Donc, on va forcément remplir la colonne entrée. Donc, je mets dans le libellé bon d'entrée numéro 1, 750 à 157. Donc, je fais 750 fois 157, ça me donne 117 750. Ensuite, je vais devoir remplir le stock. Pour remplir le stock ici, alors le plus simple, c'est commencer par remplir la quantité. Je sais qu'en stock, actuellement, j'ai 1000 unités. Et là, avec l'opération que je viens de faire, j'ai 750 unités qui rentrent. De fait, la quantité qui est en stock ici est de 1750. Le 1750, on le fait apparaître, bien sûr, au niveau des quantités. Ensuite, je fais la même chose avec la valeur des stocks. Actuellement, j'avais en stock 1000 unités pour une valeur globale de 150 000 €. Et je viens de faire rentrer dans mon stock une valeur de 117 750 € de matière M. J'additionne ces deux éléments pour trouver le montant qu'il y a désormais en stock, la valeur qui correspond à l'addition du stock initial et de ce qui vient de rentrer. Je me retrouve du coup avec un montant de 267 750. Donc je reprends. J'ai additionné les quantités en stock, 1000 et 750 pour trouver 1750. Et j'ai additionné les montants en stock, 150 000 plus 117 750 qui me donne 267 750. Ce que je cherche, c'est ça. C'est ce que j'appelle ici un coût moyen pondéré. Et pour le trouver, rien de plus simple, vous faites montant divisé par quantité. Donc en bas, ici, j'ai détaillé le montant, puisque le 267 750, je vous ai expliqué comment le trouver, hein, c'est la somme des montants. Donc en fait, c'est le stock initial en valeur plus les entrées en stock en valeur, divisé par le stock initial en quantité, plus les entrées en stock en quantité. Ça, c'est pour que vous compreniez la formule qui est notée dans le cours. Ce qui me donne désormais un coût moyen pondéré de 153. Et bien désormais, toutes les nouvelles sorties de stock devront être valorisées au coût moyen de 153. Alors continuons justement, puisque le 10 janvier, vous avez désormais une sortie. Alors cette sortie, on regarde la quantité, on se réfère à l'énoncé, on a 800 unités qui sortent. Donc forcément, puisque c'est une sortie, je vais être amené à remplir la colonne sortie ici. J'ai 800 unités qui sortent à 153 €, puisque c'est le coût moyen pondéré qui prévaut jusqu'à la prochaine entrée. 800 fois 153, ça me donne 122 400. Comment est-ce que je fais pour remplir ici la valeur du stock? Concrètement, je commence par les quantités. J'ai 1750 articles en stock et il y en a 800 qui sont sortis. Du coup, il m'en reste combien? Il m'en reste 1750 moins 800. Je vous laisse faire le calcul. Par ailleurs, j'ai un coût moyen pondéré ici qui est de 153 et qui était déjà de 153 dans mon stock. Donc je peux recopier 153 ici. Et pour mon montant, soit je fais soit je fais ici 950 fois 153, soit je fais 267 750 moins 122 400. Ça évite les erreurs d'arrondi lorsqu'il y a des centimes. Ok? Donc je prends le stock que j'avais actuellement, j'enlève la quantité pour trouver 950. Et pour trouver mon montant, soit je fais 950 fois 153,
soit je fais 267 750 moins 122 400. On continue le 15 janvier. Qu'est-ce qui se passe le 15 janvier? De nouveau une sortie. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle entrée, toutes les sorties sont valorisées à 153. Je vais donc de nouveau remplir la ligne sortie. J'ai une sortie de 450 ici, à 153, ce qui me donne 68 850. Combien est-ce qu'il me reste en stock? J'en ai 950 actuellement, il en sort 450. Il m'en reste 500. Valorisé à combien? 153. Je fais 500 fois 153 et je vais trouver 76 500. Le 19 janvier, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, ça se complique forcément, je remets une petite entrée. Le 19 janvier, j'ai une nouvelle entrée de 250 unités à 177 €. Donc vous allez remplir cette entrée dans la colonne entrée. N'omettez pas de remplir le bon d'entrée correspondant. 250 articles qui rentrent dans le stock. Donc je vais raisonner avec les informations suivantes, avec les informations que vous avez là, c'est-à-dire ce que vous avez en stock, et avec les informations sur la nouvelle entrée. On fait comme tout à l'heure, on prend la quantité que l'on a en stock et on y rajoute cette fois-ci la quantité qui vient de rentrer. 500 plus 250, ça nous donne 750. On fait la même chose au niveau des montants. On avait 76 500 et on rajoute 44 250. Vous voyez les informations qui vous servent? Du coup, vous remplissez votre quantité, vous remplissez votre montant. Je vous laisse calculer votre coût moyen pondéré et vérifier que vous avez bon. C'est bon, c'est fait? C'est peut-être rapide, hein. Faites pause si vous n'avez pas eu le temps, évidemment. Donc 76 500 plus 44 250 divisé par 500 plus 250, ça me donne un coût moyen pondéré de 161 €. Donc les quantités, ça plus ça donne 750. Les montants, ça nous donne 120 750. Et donc désormais, toutes les nouvelles sorties seront valorisées au coût moyen pondéré de 161 €. Ça tombe bien parce que le 25 janvier, il y a une nouvelle sortie. Et cette sortie, elle est de 350 unités. On va donc remplir ici la colonne sortie. J'ai actuellement 750 articles en stock et il en sort 350. 350, ok, mais à quelle valeur? On a dit au dernier coût moyen pondéré qu'on a calculé. Donc 350 fois 161. Combien me reste-t-il d'articles en stock à la fin? Eh bien, j'ai 750 articles en stock ici et il en sort 350. Donc il m'en reste 400. Valorisé à combien? À 161. Alors je peux faire des totaux, mais ce n'est pas une nécessité en soi. D'ailleurs cette ligne, il apparaît que des fois je ne la mets pas dans les contrôles. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la valorisation ici de votre stock final, donc 400 unités à 64 400. Voilà pour cette méthode qu'on appelle la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée. Passons maintenant à la méthode suivante, qui est également une méthode de coût moyen pondéré, mais au lieu de calculer plusieurs fois un coût moyen pondéré pendant le mois, eh bien en fait on va considérer toutes les entrées de la période, on va calculer en une seule fois le coût moyen pondéré de toute la période, et ainsi toutes les sorties seront valorisées à ce coût moyen pondéré. Donc ça simplifie largement la tâche. Donc le principe est le suivant, on utilise ce type de méthode lorsque l'on a besoin d'évaluer les stocks uniquement en fin de mois. Si on a besoin de connaître la valorisation de nos stocks jour après jour, bien sûr ça ne peut pas convenir. Et donc on calculera notre coût moyen pondéré uniquement à la fin du mois. Le principe est le même, on prend toujours le stock initial en valeur plus les entrées en valeur, mais ça va être les entrées du mois en valeur, et on divisera par le stock initial en quantité plus les entrées du mois en quantité. Passons tout de suite à l'application, et en l'occurrence on va reprendre exactement la même application, c'est-à-dire notre stock de matières premières M, je n'ai pas changé l'énoncé, on va refaire une nouvelle fiche de stock avec la deuxième méthode. On commence comme tout à l'heure par faire apparaître le stock initial. Vous remarquez quand même une chose, c'est que ma fiche de stock elle a un petit peu changé. Puisque je ne suis pas en mesure de connaître mon stock à tout moment, eh bien je n'ai pas fait apparaître la colonne stock. Je n'aurai l'information sur mon stock final en fait qu'en fin de période, une fois que j'aurai pu le calculer. Donc pour l'instant, je fais apparaître mon stock initial au niveau de mes entrées. Ensuite, je vais devoir en fait reprendre toutes les informations du contexte et les mettre dans l'ordre dans ma fiche de stock. Donc pour l'instant, je vais simplement recopier l'énoncé dans l'ordre chronologique. En l'occurrence, le 7 janvier, j'ai
un bon d'entrée de 750 unités à 157 €. Alors je fais quand même la multiplication, hein, j'ai une entrée de 117 750. Je continue, le 10 janvier, j'ai une sortie, donc sur la ligne du 10, je remplis la partie droite, mais je ne remplis que la quantité, car pour l'instant, je ne sais pas comment valoriser cette sortie. Le 15 janvier, de nouveau une sortie. Le 19 janvier, j'ai mon entrée de tout à l'heure, 250 fois 177. Ensuite, de nouveau une sortie. Et puis c'est fini. C'est fini, enfin non, c'est pas vraiment fini, parce que qu'est-ce que j'ai dans un stock? J'ai un stock initial, des entrées, des sorties, et quoi d'autre? Bah oui, il me manque le stock final. Et le stock final, en fait, on me le donne pas, c'est à moi de le calculer. Est-ce que vous pourriez me calculer la quantité qu'il reste en stock final? Je vous ai expliqué tout à l'heure, on prend le stock initial, plus tout ce qui est rentré, donc ça me fait 1000, plus 750, plus 250, au total ça me fait 2000. Et combien est-ce qu'il est sorti? 800, plus 450, plus 350. Ce qui me donne 1600 de sorties. Du coup, j'ai 2000 dans les entrées et 1600 dans les sorties. Ça me donne un stock final de 400 unités. Maintenant, je vais continuer en calculant le coût moyen pondéré fin de période. Et pour cela, je me centrerai uniquement sur les informations que vous avez dans les entrées, à savoir le stock initial et ce qui est effectivement rentré. J'aimerais la valeur de tout ce qui est rentré dans le stock. Pour cela, je vais additionner toute la colonne montant, donc 150 000 plus 117 750 plus 44 250. J'aimerais également avoir la quantité de tout ce qu'il y a dans le stock avant de considérer bien sûr les sorties. Ce qui me donne un total pour les montants de 312 000 € et un total pour les quantités de 2 000 €. Vous avez une petite idée pour calculer ici le coût moyen pondéré? Eh bien, vous prenez la somme des montants divisé par la somme des quantités, ce qui nous donne 312 000 divisé par 2000, soit 156 €. Eh bien, une fois que j'ai trouvé ce 156 €, eh bien, c'est ce montant qui va valoriser tout ce que j'ai du côté des sorties, toutes les sorties et le stock final. Donc, je recopie mon 156 partout. J'ai recopié aussi ma quantité ici, j'en ai profité, hein. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire les multiplications. Donc 800 fois 156, 450 fois 156, etc. etc. Ce qui me donne des totaux qui sont égaux de chaque côté. Donc l'intérêt de calculer un coût moyen pondéré uniquement sur le mois, c'est que ça permet de niveler les variations de coûts. Ça veut dire que concrètement, si vous regardez bien dans vos entrées, ici vous avez une entrée à 157 et puis une petite entrée ici à 177. Eh bien, en faisant une moyenne pondérée, en fait, ça vous permet de ne pas avoir de trop grosses différences puisque toutes vos sorties sont valorisées à une moyenne pondérée. Le principal inconvénient, c'est que cette méthode ne permet de connaître la valorisation des sorties qu'en fin de période, puisqu'il faut atteindre ici la fin du mois de janvier pour avoir ce 156 ici, pour valoriser toutes nos sorties. Mais en soi, si on calcule nos coûts de façon mensuelle, c'est pas tant un inconvénient que ça. On continue avec la troisième méthode que l'on a vue dans la petite introduction que je vous ai faite, à savoir la méthode de l'épuisement des lots, qu'on appelle également la méthode PEPS. Une méthode qui ne manque pas de PEPS. Non, PEPS, ça veut dire première entrée, première sortie, et ça vient de l'anglais FIFO, qui veut dire first in, first out. Alors c'est embêtant parce qu'il tombe beaucoup d'eau, et du coup sur les Velux, ça fait le bruit de la pluie. Alors ça fait peut-être un petit peu poétique, remarquez avec le son. Vous entendez le bruit de la pluie au fond, et puis vous entendez ma voix là-dessus, ça doit être génial. Bref, PEPS c'est quoi? Rappelez-vous, c'est on considère systématiquement que les lots entrés les premiers sont sortis les premiers également. Ça veut dire qu'on est capable de distinguer les lots, de distinguer les produits qui sont entrés à des dates différentes. Cette méthode est largement utilisée, ou souvent utilisée par les entreprises qui utilisent des matières périssables. Donc mettez-vous en tête les roses parce que ça marche bien. Ou alors les paquets de Mikado, ça marche aussi bien puisque vous avez une date limite de consommation. Et devinez ce qu'on fait? Eh bien le même exercice une troisième fois, mais cette fois-ci avec la méthode PEPS. Eh bien cette fois-ci on va être en mesure de connaître la valeur du stock à tout moment, donc je mets 3 colonnes et je commence comme tout à l'heure par faire apparaître mon stock initial. Je le fais apparaître en entrée et dans mon stock. Ensuite, je considère l'opération suivante. Donc, on se rappelle, le 7 janvier, c'était une entrée. Donc, je vais faire apparaître mon entrée au 7 janvier, que je fais apparaître volontairement. Ici, vous avez vu, hein, mes lignes, elles sont un petit peu plus grandes.
c'est fait exprès, donc je l'écris volontairement en haut de la ligne. Et j'aimerais savoir combien j'ai en stock. Vous allez me dire, bah, j'ai 1750. Alors je vous dis oui, effectivement, on a 1750. Mais moi je vous dis distinguer les lots. C'est pour ça que vous allez faire apparaître sur une première ligne la valeur du stock qui est ici, que vous allez simplement recopier sur la ligne du dessous. Et sur une deuxième ligne, vous allez faire apparaître le stock ici qui vient de rentrer. Donc ici, stock le plus ancien. Ici, stock le plus récent. On met toujours le stock le plus ancien sur la ligne du haut. Ok? Donc ça me permet, je vois bien que j'ai 1750 articles en stock, mais je ne veux pas les mélanger et c'est normal. Je veux absolument distinguer mes lots. Je continue avec la sortie suivante. Ma sortie suivante est de 800 unités. J'aimerais savoir, ces 800 unités, je les puise dans quel lot? Est-ce que je les puise dans les 1000 ou est-ce que je les puise dans les 750? Je les puise forcément dans le lot le plus ancien. Donc je les puise dans le lot de 1000 qui est valorisé ici à 150 €. Je vais donc pouvoir valoriser ma sortie 800 à 150. Est-ce que le lot le plus ancien qui est ici a été puisé? Eh bien non, j'en avais 1000 et j'en ai pris 800. Donc il m'en reste combien? 200. À combien? À 150. Le lot de 750, je n'y ai pas touché, donc je n'ai qu'à le recopier. Ok? Lot le plus ancien toujours, lot le plus récent en bas. Je continue avec une nouvelle sortie. Cette nouvelle sortie s'élève à 450. Je vais puiser en priorité dans le lot le plus ancien, donc forcément je vais épuiser le lot le plus ancien, mais ça ne m'en fait que 200, et moi j'ai besoin de 450. Il faut que j'en prenne combien dans le lot qui est ici pour arriver à 450? Eh bien je vais en prendre 250 dans ce lot, parce que 200 plus 250, ça me donne 450. Je vais donc en prendre 200 à 150 et 250 à 157. Je vais donc remplir également sur ma sortie 2 lignes. Combien il me reste dans le premier lot? Il ne me reste plus rien, je l'ai épuisé, j'ai tout vidé là. Donc il n'y a plus rien sur cette ligne-là. Et combien il me reste dans le lot de 750? Eh bien j'en ai pris 250, il m'en reste donc 500, valorisés à 157. Et volontairement, je vais les mettre sur la ligne du haut pour montrer que désormais, c'est le lot le plus ancien. On continue avec le 19 janvier. Alors évidemment, je vous invite à faire pause et à essayer de finir l'exercice tout seul pour voir si vous y arrivez. Moi, je vais continuer la correction et ensuite, vous jouez le jeu, vous regardez si vous avez bon ou pas. Généralement, en cours, on s'arrête là et c'est à vous de terminer la fiche. Le 19 janvier, donc, vous avez une nouvelle entrée. Cette nouvelle entrée, elle est dans l'énoncé 250 unités à 177 €, ce qui nous fait une valorisation à 44 250. C'est pas très compliqué là, je n'ai qu'à recopier cette entrée dans le copie bien sûr ma ligne qui correspond à mon stock le plus ancien et je fais apparaître sur la ligne du bas le stock le plus récent. Et enfin, pour terminer, j'ai une dernière sortie. Cette sortie, elle est de 350. Je la prends forcément dans le lot le plus ancien, c'est-à-dire dans le lot de 500, et je vais donc forcément la valoriser à 157. Il me reste donc dans ce lot de 500, 500 moins 350, donc 150 unités à 157. Quant au lot le plus récent, je n'y ai pas encore touché, donc je me contente de le recopier. Et pour terminer mon tableau, je peux encore une fois faire apparaître une ligne Toto. Passons maintenant aux autres méthodes de valorisation des stocks qui existent. Les trois méthodes que l'on vient d'étudier, qui sont la méthode du coût moyen pondéré après chaque entrée, coût moyen pondéré fin de période et première entrée, première sortie, sont des méthodes en fait qui sont admises en comptabilité générale, qu'on appelle également comptabilité financière, pour valoriser les stocks. Je vous rappelle qu'en comptabilité générale, il est nécessaire de faire un inventaire intermittent. Donc l'inventaire intermittent permet de compter les stocks de façon physique, c'est un inventaire intermittent extra-comptable, mais c'est grâce à la comptabilité de gestion que l'on va avoir la valeur des stocks. En effet, les stocks de matières premières ou de marchandises sont évalués au coût d'achat et les stocks de produits finis, par exemple, sont évalués au coût de production. Par ailleurs, vous avez certaines immobilisations en cours qui sont également évaluées au coût de production et également la production immobilisée au niveau du compte de résultat. Eh bien, vous n'avez pas d'autre choix pour valoriser vos stocks en comptabilité générale que d'utiliser une de ces trois méthodes. Il en existe toutefois d'autres.
que l'entreprise est libre d'utiliser, mais uniquement pour son calcul de coût, si elle juge que cela paraît retranscrire davantage la réalité économique de son entreprise. C'est le cas de la méthode dernière entrée, premier sorti, où les produits qui rentrent en dernier sortent en premier. Donc les lots les plus récents sont épuisés en priorité, ou une méthode qui est plus simple, la méthode du coût de remplacement, où on essaye d'évaluer combien nous coûterait le remplacement du stock. Alors ces méthodes ne sont pas autorisées. Alors pourquoi choisir une méthode plutôt qu'une autre au niveau de la comptabilité générale? Simplement parce qu'en période d'inflation, vous pouvez avoir des méthodes qui vont plutôt avoir tendance à surévaluer le stock final, à sous-évaluer le stock final. Et donc c'est l'entreprise qui va choisir l'image en fait qu'elle souhaite donner de son entreprise. Sachez toutefois que lorsque l'on opte pour une méthode de valorisation des stocks en comptabilité générale, eh bien, il n'est pas possible d'en changer. Il y a un principe de permanence des méthodes afin d'assurer la comparabilité des états financiers d'une année sur l'autre. Une fois qu'on a opté pour une méthode, les changements doivent demeurer exceptionnels. Donc d'une manière générale, les entreprises doivent choisir la méthode de valorisation qui est la mieux adaptée à leur activité. Je vous rappelle que la comptabilité de gestion, on l'a qualifiée de contingente. Ça veut dire qu'on est libre de choisir la méthode de calcul qui nous convient et de la même façon, on est libre de choisir la méthode de valorisation qui nous convient pour calculer nos coûts. Autant en comptabilité générale, on vous dit que vous n'avez que 3 méthodes autorisées, autant en comptabilité de gestion, on est libre de choisir la méthode que l'on souhaite. Voilà pour cette première partie de cours. On va faire une petite pause exercice pour essayer de mettre en application ce que vous avez appris sur les stocks. Donc je vais vous inviter à prendre le TD3 et à travailler sur le cas 70. Alors si vous n'avez pas envie de faire vos exercices maintenant, eh bien vous pouvez enchaîner et faire la dernière partie de cours qui porte sur les différences d'inventaire. Mais voilà, pour essayer de faire une petite pause un peu, c'est bien de varier entre le cours et les exercices. Donc lancez-vous sur ces exercices. La prochaine vidéo de cours portera sur la fin du chapitre 3 qui porte sur les différences d'inventaire. On sera amené à voir que le stock final que l'on compte dans les fiches de stock n'est pas toujours le même que celui qu'on va compter physiquement dans les entreprises. Et on verra comment ça se traduit dans les fiches de stock. N'hésitez pas à me faire un retour ou à poser vos questions dans les commentaires, sur Skype, où vous voulez. S'il y a des petits bugs dans la vidéo, pareil, dites-le moi, comme ça je fais passer l'info à tout le monde. Et puis voilà, tous mes encouragements, restez motivés, même à distance, on lâche pas l'affaire. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, je suis là pour vous épauler, je suis là pour vous expliquer. Donc donnez-vous de l'énergie et accrochez-vous. Courage à tous!